La journée mondiale de la santé est célébrée chaque 7 avril. La 75e édition est commémorée sous le thème Santé pour tous. En RDC, un appel est lancé pour matérialiser la couverture santé universelle. Et au Tchad, l'insécurité alimentaire bat son plein. En 2022, l'on note que 18 sur 23 provinces que compte le pays ont été touchées et le gouvernement avait décrété l'état d'urgence alimentaire. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays? Edouard Funda nous en dira plus. Voilà, c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue et bonsoir. Je l'ai dit en titre, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé, ce 7 avril 2023, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, Samuel Roger Kamba en appelle à l'action. Ainsi donc a-t-il indiqué, toutes les parties prenantes doivent s'impliquer afin de matérialiser la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC. Les plus amples détails dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali du message du ministre de la Santé à l'occasion de la journée. Mes chers compatriotes, la date d'aujourd'hui, le 7 avril, est l'une des plus importantes de notre ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, puisqu'elle permet à la République démocratique du Congo de se joindre au monde entier et de se mobiliser pour la célébration de la Journée mondiale de la santé. Pour l'année 2023, le monde entier a choisi comme thème international la santé pour tous et l'OMS célébrera son 75e anniversaire sous le thème 75 ans d'amélioration de la santé publique. C'est l'occasion d'appeler à l'action pour élever les défis qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Mes chers compatriotes, la RDC qui a souscrit au cadre des objectifs de développement durable, les ODD, dont la CSU est la cible 3.8 de l'ODD 3, qui consiste à permettre à tous les humains de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être pour tous et par tous et à tout âge. Sur le plan national, la CSU est une stratégie et un objectif de la politique publique de la santé à visée multisectorielle, qui est une vision politique chère au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'attelle aujourd'hui à sa matérialisation. À cet effet, point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, Premier ministre, chef du gouvernement, a inscrit sa mise en œuvre parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention se déploie avec l'ensemble de toutes les parties prenantes pour rendre disponibles les services de soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Mes chers compatriotes, en RDC, l'indice de couverture en services essentiels est encore en dessous de la moyenne africaine. Le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays. Parmi les principaux problèmes qui affaiblissent notre système de santé, il y a ceux liés, premièrement, aux infrastructures et équipements sanitaires qui ne sont plus dans un état répondant aux normes fixées par l'OMS. Deuxièmement, aux ressources humaines à cause du déséquilibre dans l'organisation des filières. Changeons de chapitre pour parler de la justice. 6 Congolais ont été condamnés à la prison à perpétuité vendredi à Kinshasa pour l'assassinat en février 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RDC à l'issue d'un procès devant la justice militaire. La défense a déjà annoncé qu'elle fera appel. L'ambassadeur Luca Atanasio avait été tué en compagnie de son garde du corps et son accompagnateur congolais. Patrick Ilunga pour les détails. La peine de mort avait été requise par le ministère public mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe qui a rendu sa décision en audience publique. La défense qui a plaidé l'acquittement a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Le verdict a été lu en présence de 5 accusés, le 6e étant en fuite. Ils étaient jugés depuis le 12 octobre à raison d'une audience par semaine dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo où ils avaient été amenés après leur arrestation en janvier 2022 dans l'est du pays. Présentés comme membres d'une bande criminelle de droit commun, coupeurs de route et kidnappeurs, ils ont été reconnus coupables du meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Atanasio, de son garde du corps italien et d'un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial le 22 février 2021. Ce jour-là, un convoi de 2 véhicules du PAM, parti de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, était tombé
tombé dans une embuscade à une vingtaine de kilomètres de la ville, au bord du parc national de Virunga. Réputé pour ses gorilles, le parc est aussi connu pour être un repère des groupes armés dans une région en proie à la violence depuis près de 30 ans. Selon les récits qui étaient faits à l'audience, le convoi a été coupé en deux, le véhicule dans lequel se trouvait l'ambassadeur a été mobilisé et les assaillants tiraient sur les chauffeurs dont le corps était abandonné au bord de la route. Les autres occupants du véhicule étaient pris en otage et conduits en brousse. D'un procès à l'autre, ouverture ce vendredi 7 avril dans la salle de la Société nationale de chemin de fer à Lubumbashi du procès sur le meurtre des jeunes présentés comme membres de l'UNAFEC. Cette première audience a été consacrée à l'identification des présumés meurtriers, mais aussi des parties au procès. Patience Lokeke et Nokisei. Le procès sur le meurtre des jeunes présentés comme membres de la brigade Zoulou du parti politique Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, s'est ouvert ce vendredi 7 avril à Lubumbashi. Après lecture de l'extrait des rôles, deux prévenus ont été présentés. Il s'agit de deux militaires, Aozama Isanzala dos Santos et Mbayi Boudama, tous militaires de deuxième classe. Ces derniers sont tous nouvelles unités de la série 2022. Ces deux militaires sont accusés de meurtre. Selon l'auditeur militaire des garnisons de Lubumbashi, cette première audience est consacrée à l'identification des présumés meurtriers. Pour rappel, le 23 mars dernier, plusieurs jeunes présentés comme membres de l'UNAFEC ont été tués, selon plusieurs sources, par des commandos au pont jeté sur la rivière Naviondu, reliant deux communes à savoir celle de Kampemba et la commune annexe. Selon la société civile, ce sont les hommes arborant la tenue militaire qui ont ouvert le feu tuant ces jeunes. D'autres sont morts, toujours selon la société civile, par noyade en voulant se sauver. Les deux élus provinciaux du Front commun pour le Congo FCC ont exigé dernièrement des explications du gouvernement provincial par l'entremise de son ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala, qui est d'ailleurs issu du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Ces procès devraient établir les responsabilités des auteurs de cet incident. Dans la province du Haut-Katanga, tout en changeant de chapitre, les fidèles de l'église Kimbangu ont doublement célébré avec faste le 102e anniversaire du début de l'apostolat de Papa Simo Kimbangu, mais aussi la journée nationale du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. C'est là partout en RDC et au monde. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, s'est joint aux fidèles de cette église pour commémorer et saluer la lutte ainsi que le combat du prophète Simo Kimbangu. Suivez l'ambiance qui a régné sur place. Partie de Kilongo, mausolée de Simon Kimbangu au cimetière de Sapin 1. Ici, le gouverneur a reçu les explications sur les lieux où le corps de Simon Kimbangu a été enterré pour la toute première fois le 13 octobre 1951 avant qu'il ne soit exhumé pour être transféré à Kamba, son village natal, 9 ans après. De là, le gouverneur va aux côtés de l'inspecteur provincial de l'église kimbanguiste, Mukombo Kungende, le maire de la ville, quelques membres du gouvernement provincial et de plusieurs fidèles kimbanguistes prendre part à la marche commémorative du 102e anniversaire marquant les débuts du ministère de Papa Simon Kimbangu en 1921, mais aussi célébrer la journée nationale du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine instituée par ordonnance présidentielle il y a quelques jours. Une première dans l'histoire de cette église qu'un gouverneur prenne part à leur marche. De l'avenue Kassavubu, en passant par celle Likasi, pour chuter à la prison de Kasumbo, Jacques Kabula Katwe a sous la guidance du responsable de l'église kimbanguiste en province suivi l'histoire carcérale de Simon Kimbangu, du lieu où l'on fouettait Kimbangu, en passant par toutes les cellules qui avaient accueilli Kimbangu. Jacques Kabula Katwe s'est dit émerveillé par l'histoire du prophète Simon Kimbangu, mais aussi impressionné par son combat de l'éveil de la conscience de l'homme noir. Cette histoire est si passionnante et nous voudrions que toute la génération actuelle puisse s'imprégner de l'histoire de notre pays afin que nous puissions prendre notre destin en main et que nous puissions développer notre pays comme le prône actuellement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc l'homme noir doit être réellement indépendant. La lutte qui a été continuée par Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et donc c'est la lutte de nous tous et nous tirons comme fondement la philosophie de Papa Simon Kimbangu, raison pour laquelle aujourd'hui c'est un grand jour et nous sommes tous en tant qu'institution sous l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes aux côtés du peuple kimbanguiste pour
promouvoir l'histoire de celui qui a été le prophète et le libérateur de l'homme noir, Simon Kimbangu. Cette marche a eu comme point de chute l'église kimbanguiste. Devant des milliers de fidèles réunis, le gouverneur du Haut-Katanga a, dans son mot de circonstance, promis la construction d'un hôtel à Kamba pour l'hébergement des fidèles kimbanguistes du Haut-Katanga qui seront en Terre Sainte. 10 000 pagnes pour tous les fidèles de cette église et 5 000 mouchoirs de tête au motif de Kimbangu, ainsi qu'un kit complet d'instruments de musique pour la fanfare. Mesdames et messieurs, on va faire place au dossier du jour. Aux arrêts, depuis décembre 2022, le championnat national de la Vodacom Ligue 1 peine à répondre pour achever la compétition. Au ministère de la tutelle, plusieurs réunions ont eu lieu pour trouver des pistes et des solutions. Suivez le contour de cette question dans ce dossier du jour de la rédaction de Géopolis Télévision signé Blessed Kouzola. Le sport congolais en général et en Berne, le plus populaire à savoir le football, semble sortir peu à peu du commun. Toutefois, rien n'est encore fait pour sa guérison totale. À l'image de la sélection nationale où souffle un vent nouveau à la tête, mais aussi un nouveau commandant à bord, à la tête du ministère, afin de faire entrer une nouvelle ère dans le monde du sport congolais. En effet, c'est depuis le mois de décembre 2022 que la Vodacom Ligue 1 est à l'arrêt. Ceci n'était plus une surprise étant donné que les arrêts du championnat national étaient devenus une habitude ces dernières années. Pour cette fois, quelques raisons majeures ont poussé la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, à arrêter les championnats, notamment les difficultés liées au déplacement de clubs d'une ville à une autre. Il y avait aussi l'aspect lié au financement, comme annoncé par l'INAFOOT au cours d'une réunion tenue le 6 février dernier à Kinshasa avec les représentants de clubs. Le but de cette réunion était de trouver des pistes de solutions qui n'ont abouti à rien jusque-là. Étant l'organisateur du championnat national au nom de la FECOFA, la l'INAFOOT a déclaré à cette dernière son incapacité de poursuivre la compétition cette saison. Dans l'entretemps, le gouvernement de la République, par l'entremise du nouveau ministre des Sports, qui est un grand connaisseur du secteur, devrait appuyer cette ligue via la FECOFA afin de trouver une issue à cette situation. Plusieurs jours se sont écoulés et une probable reprise du championnat national imposerait un déroulement en mode marathon, mais poser ne serait-ce qu'un geste pour redonner l'espoir au peuple congolais fait partie des attentes de ces derniers au nouveau ministre des Sports, Claude-François Kabulo-Mola Kabulo. Outre cette problématique, la République démocratique du Congo est orpheline des infrastructures sportives. Même le football, sport roi, est entré dans le même lot des autres disciplines du pays déjà en souffrance. Le pays manque de stades officiellement homologués par la CAF, excepté les temples des Badiangwena, le stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Déjà lors de ses premières actions, le ministre Kabulo est appelé à sauver l'image. Stade des Martyrs d'abord, ensuite des autres stades du pays tels que Kibasa Maliba notamment, qui est en train de subir un coup de balai par les biais du gouverneur du Haut-Katanga et président du FC Santola Lupopo, Jacques Kabula Katwe, mais aussi le stade Tata Raphaël où les travaux n'avancent presque pas, alors que cet édifice devrait accueillir le 9e jeu de la francophonie en juillet prochain. Le résultat catastrophique de clubs congolais engageant interclubs de la CAF cette saison sont aussi sans doute à cause de ces deux fléaux, à savoir le manque de championnat et des infrastructures. Avec un championnat national quasiment inexistant sur le plan international, la crainte est de voir les quotas des 4 clubs aux interclubs de la CAF ne soient retirés. Ajoutez à cela le manque des infrastructures sportives qui répondent aux normes de la FIFA. Voilà, c'était le dossier de la rédaction signé Blessed Kouzola. Mais on va rester en sport pour parler de la Fédération congolaise de football association qui a publié un communiqué convoquant tous les présidents des ligues nationales et provinciales afin de tenir l'Assemblée générale élective le samedi 20 mai prochain. Les buts de ces assises est de désigner des scrutateurs mais aussi les élections des membres des commissions électorales. Blessed Kouzola, une fois de plus.
Dans une correspondance signée par son secrétaire général belge Sito Atala et son vice-président Didier Massamba, le président AI Donatien Chimanga étant en mission, la Fédération congolaise de football association a convoqué tous les présidents des ligues nationales et provinciales de football pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire élective qui aura lieu le samedi 20 mai 2023 à l'hôtel Béatrice. Le but de ces assises est la désignation de scrutateurs et l'élection des membres des commissions électorales et de recours, mais aussi la tenue du scrutin. Le comité actuel de la FECOFA semble poursuivre son bonhomme de chemin de manière autonome pour doter l'organe fêtier du football congolais de nouveaux animateurs. Vous suivez la grande édition sur Géopolis. Vous n'avez pas tort. Maintenant, la place est faite à la page internationale. L'actualité internationale nous emmène au Tchad, où l'année 2022 a été particulièrement difficile pour les populations rurales. 18 provinces sur les 23 que compte le pays sont touchées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère. Une situation qui a poussé le gouvernement à décréter l'état d'urgence alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Edouard Funda. Au Tchad, 18 provinces sur les 23 sont toujours en situation d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Pour accélérer la transformation des produits agricoles et lutter contre la pauvreté en milieu rural, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le projet de renforcement de l'innovation dans l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes et des femmes. L'objectif est de stimuler l'entrepreneuriat au profit de 82 000 jeunes dans le monde rural à travers les nouvelles technologies. Ce projet, cofinancé dans le cadre de la coopération entre le Tchad et le Fonds international de développement agricole, le FIDA, à hauteur de 90 446 000 euros, vise à soutenir l'économie rurale et augmenter les revenus des jeunes et des femmes. Les porteurs des initiatives de transformation agricole et pastorale dans les filières maraîchères, céréalières, les petits ruminants, la pêche artisanale et la volaille bénéficieront des appuis techniques et financiers pour relancer leurs activités. Pour rappel, pour mieux fixer les priorités nationales en matière de sécurité alimentaire et de développement rural, le gouvernement a procédé à l'évaluation à mi-parcours de tous les projets agricoles en cours d'exécution dans le cadre du programme d'adoption stratégique pour la période 2020-2025. Avec une diaspora dynamique, les envois du fonds sont devenus la principale source de financement externe dans de nombreux pays africains. Business Africa revient ici sur des études et sur l'impact des flux sur les PIB en Afrique. Recevoir, conserver et dépenser de l'argent en utilisant son téléphone portable, c'est le principe du mobile money. Et en la matière, le continent africain représente à lui seul 70% de la valeur mondiale des transactions estimées à 1 000 milliards de dollars. 62% des consommateurs africains reçoivent des transferts d'argent au moins une fois par mois et 59% d'entre eux envoient des fonds à l'étranger au même rythme, selon une enquête de Western Union. Bien que les transferts d'argent électroniques soient très répandus, ils ne convainquent pas tous les consommateurs. Il s'agit principalement d'une question de confiance. 23% des destinataires et 18% des expéditeurs expriment des doutes quant à la fiabilité des transferts effectués uniquement en ligne. Les expéditeurs s'intéressent également au taux de change. Au Kenya, près d'une personne sur 5 déclare que la force de la monnaie est un facteur déterminant de la valeur et de la fréquence des transferts. En 2022, les flux d'envoi de fonds entrant au Nigeria étaient estimés à 21 milliards de dollars. Cela fait de ce pays le plus grand marché récepteur d'Afrique et le 9e au monde. L'Afrique du Sud est le plus grand marché d'envoi de fonds du continent africain. Parallèlement, l'augmentation du coût de la vie implique que les consommateurs comptent davantage sur les transferts d'argent. D'ores et déjà, 81% des destinataires à travers l'Afrique demandent... On va faire place à la revue de presse.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Les journaux parus ce matin à Kinshasa ont fait un focus sur la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation. En sa manchette, Géopolis titre « Union sacrée, dernier étalage avant la bataille ». En effet, plus de 300 partis politiques en ordre avec le document administratif dûment reconnu et délivré par les services publics, dont le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été représentés par leur président statutaire dans une salle de Pullman Hotel pleine comme un œuf, renseigne le trait hebdo. Congo Nouveau, lui, note pendant que la Mouka se fissure, l'Union sacrée affiche complet. Le quotidien quinois précise, pendant que l'Union sacrée s'organise, l'opposition n'a pas encore montré des signes d'unité. Alors que la plateforme de Genval rassemblait plusieurs poids lourds de l'opposition, ceux qui sont passés au pouvoir, c'est le cas de Jean-Pierre Bemba, Antipas Mbosana Mouissi, Moïse Katumbi, lui qui évolue à l'instant en solo. Les deux personnalités qui tiennent encore la Mouka sont à couteau tiré. Charte de l'Union sacrée, comme un air de déjà vu, titre Econews. Au journal des poursuivre. En République démocratique du Congo, l'histoire a l'avantage de se répéter. Hier, grand chantre du FCC, Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, les mêmes acteurs, en tout cas une bonne majorité, ont fait allégeance mercredi 5 avril au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Forum des As à son tour titre « La charte de l'Union sacrée signée, Fachi active sa machine électorale ». Le journal a aussi précisé, contrairement aux prédictions de ses détracteurs, Adolphe Muzito n'a pas signé la charte constitutive de l'Union sacrée. Minée par des incongruités, la charte à la base des frustrations et des doutes, l'Union sacrée crache en l'air. Titre Africa News en sa manchette. Au départ, on est tous d'accord pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Mais le décor tel que planté fait craindre que crache-temps les membres du présidium envoient le signal tel que l'on va devoir procéder par le filtrage des candidatures aux législatives nationales pour un nombre déterminé de sièges, 500 sièges, sans qu'il y ait des critères objectifs, clairs et précis. Ça risque de préjudicer certains regroupements ou partis politiques qui ne font pas partie de l'espace décisionnel. Tout le problème est là, prévient un poids lourd sous l'anonymat dans les colonnes de ce journal. Situation sécuritaire de l'Est dans cette revue. Dans une question d'actualité déposée au bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bemba a appelé à expliquer le statut des zones contrôlées par l'EAC, titre le quotidien indépendant Tempête des tropiques. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est appelé à expliquer aux députés nationaux le statut juridique, politique et administratif des zones cédées par le M23 aux troupes de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, conformément aux dispositions de la Constitution et de l'ordonnance proclamant l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, poursuit le journal. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Restez branchés sur Géopolis Télévision pour la suite de votre programme. Voilà, c'était la revue de presse signée Edouard Funda. Ce journal tend vers sa fin, mais avant de nous quitter complètement, je vais vous rappeler les différents titres. Journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril, la 75e édition est commémorée sous le thème Santé pour tous. En RDC, un appel est lancé pour matérialiser la couverture santé universelle. Et puis au Tchad, l'insécurité alimentaire bat son plein. En 2022, l'on note que 18 sur 23 provinces ont été touchées et le gouvernement avait décrété l'état d'urgence alimentaire. Edouard Funda nous a expliqué ce qui se passe réellement. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.